On va ouvrir ce dossier oui, c'est une émission là, on n'a pas le temps, hein, on est sur les chapeaux de roue, je suis désolé. Il y a Maître Eolas qui arrive derrière, et puis je veux pas avoir de problème avec la justice, hein. Donc, Pour une fois, il n'y a pas Guillaume, il n'y a pas notre maître du temps. Mais là, il serait content, on fait vraiment des émissions de 45 minutes. ouais, non, Pour l'instant. c'est exactement ça, parce que bon, Eolas, je le connais, faut pas plaisanter avec lui, il ne perd pas ses procès. Donc voilà, on va pas être en retard ce matin. Il me dit, mais c'est qui a eu l'idée de faire une chute d'1 heure avant l'émission? J'ai dit, je sais pas qui c'est, mais il est fou. C'est moi. On trouvera. On trouvera le coupable. Donc, on va partir du côté du Texas. Thomas, je ne sais pas si tu as eu ce chiffre complètement fou qui vient d'être publié par le New York Times il y a juste quelques minutes. Désormais, 100 personnes sont malades, principalement des enfants, sont atteints de la rougeole au Texas. Donc on va voir le New York Times qui vient de partir en mode breaking news sur cette nouvelle-là. Le Nouveau-Mexique, pour des raisons aussi de proximité avec cette zone du Texas, on va en revenir tout à l'heure. Avant de lancer ce sujet de cette épidémie de rougeole, hein, une maladie infantile qu'on pensait éradiqué aux États-Unis, qu'il est officiellement d'ailleurs depuis les années 2000. On va regarder ce petit résumé qui a été fait par la version américaine de Brut, qui a été publié sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Donc les chiffres que vous allez entendre ne sont plus les chiffres aujourd'hui. Donc on vient de passer la barre des 90 cas dans la semaine, et ça c'était les chiffres à vendredi, et donc d'après New York Times on a passé la barre des 100. On regarde ça tout de suite. The worst measles outbreak in the US in 30 years is happening right now. Here's what we know. Texas is facing its largest measles outbreak in nearly 3 decades, with 58 confirmed cases and 13 hospitalizations so far. Most of those affected are unvaccinated children between 5 and 17. While 4 cases involving people who report being vaccinated, health officials are reviewing their records. Measles was declared eliminated in the US in 2000. The outbreaks have resurfaced due to declining vaccination rates. The MMR vaccine is safe, effective, and prevents severe complications, according to the CDC. This outbreak comes just days after Robert F. Kennedy Jr., a longtime vaccine skeptic, was sworn in as Secretary of Health and Human Services. His appointment has sparked concerns about the future of vaccine policy. Health experts warn that if vaccination rates keep dropping, the US could lose its measles elimination status, undoing decades of progress. Ouais, et avant de rentrer dans les chiffres, d'ailleurs, Cody, petite parenthèse, tu me signales que je suis surveillé dans le chat, hein, Oui, c'est ça? oui. Il est là? On ne va pas dire qui. Il est là. Mais il y a quelqu'un qui est dans le chat. Et puis j'imagine qu'il a l'œil sur la montre et est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas envie de se faire coller en procès. Non, on va faire attention. Donc, avant de revenir sur l'ampleur de ces chiffres, hein, vous avez vu, c'est la pire épidémie, et c'est juste le début. C'est juste le début. C'est la pire épidémie aux États-Unis depuis plus de 30 ans. On va commencer par la fin de ce document qui mettait en avant le fait que c'est en train de se passer alors que Robert F. Kennedy Jr., qui est historiquement opposé au vaccin, oui, parce que pour la rougeole, il faut préciser que quand même, on a un vaccin qui est efficace et sûr depuis 1963 ou 64, 65, mais en tout cas depuis exactement depuis un petit moment. Donc, c'est vrai que ça pose des tas de questions. On sait qu'il y a beaucoup d'employés justement de tout ce qui est la partie épidémie du CDC. Donc le CDC, c'est le Center for Disease Control, exactement. Donc, merci. Le contrôle des maladies. Donc qui est dans l'œil du cyclone et qui ont été renvoyés par action commune de RFK Jr. et de Elon Musk avec Doge. Donc c'est clair que c'est d'autant plus inquiétant. Alors évidemment, la semaine dernière, il y a eu la fanfaronnade, comme prévu, hein, on en a beaucoup parlé. Dis-moi,
on en a peu parlé finalement parce que je vous avais dit il y a un mois et demi que en bout de course, tous les candidats de Donald Trump seraient confirmés. D'ailleurs, Kash Patel hier, tout le monde nous disait Kash Patel ne sera jamais, c'est un grand malade, il ne sera jamais à la tête du FBI. Il a été confirmé hier. Et donc, Robert F. Kennedy a été également confirmé. Et donc, il y a eu cette espèce de pantalonnade, fanfaronnade, appelez-la comme vous voulez, de grosse mise en scène qui fascine des gens, pas moi, où il y a donc au Sénat ces interviews. On a posé la question d'ailleurs à Robert F. Kennedy lorsqu'il est passé devant le Sénat, s'il allait, parce qu'il veut remettre à plat la politique vaccinale des États-Unis, donc s'il allait remettre en question le vaccin contre la rougeole, et il a dit que non, absolument pas. Donc nous, on va vous montrer autre chose, on va vous montrer que lorsqu'il est passé dans un podcast pendant la campagne, il a expliqué le contraire et qu'il ne ferait pas vacciner ses enfants si ses enfants étaient en âge d'être vaccinés. On écoute RFK lorsqu'il ne passe pas devant le Sénat. If your kids were young now, would you give them the measles, the mumps vaccine? No. I got measles, mumps when I was a kid. It was Lots of people used to die from those diseases. well, you know what? They died in the 1900s or early 1900s. There were about 10,000 Americans. Voilà, donc ça c'est l'axe de défense des anti-vax, de dire que non, ça sert à rien, que c'est tout à fait normal, c'est qu'une maladie bénigne, comme vous vient de vous le rappeler, Maître Eolas dans le chat, ce n'est pas le cas. Les complications de la rougeole, surtout lorsqu'elles sont transmises à l'adulte, la rougeole est transmise à l'adulte, sont extrêmement dangereuses. Mais du côté des anti-vax, on dit non, mais c'est pas grave, c'est notre société qui surprotège les citoyens, ça sert à rien d'être vacciné, vous êtes enfant, vous avez cette maladie, vous avez des boutons pendant 2-3 jours et puis c'est terminé. Oui, mais il y a quand même eu des morts. Oui, mais c'était au début des années 1900. Arrêtez les gars, c'est pas besoin de se faire vacciner. C'est choquant cette vidéo. C'est choquant. Après, je me demande, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là, mais c'est quoi la logique? C'est mieux de prendre des médicaments et d'avoir des soins dans les hôpitaux que de prendre un vaccin. Je ne comprends pas comment on en arrive là, quoi. On est en 2025, c'est fou, c'est la science. En parlant de maladies infantiles, je peux bien le dire, ils sont vraiment méchants. Donc, quand on les a, là, j'adore. On les a, ouais. Ouais, exactement. Donc, quand on est là à se dire que ça va juste passer et qu'il faut juste laisser, c'est fou de se dire, ok, on va juste laisser passer parce qu'on peut. Je trouve que le mème que tu as choisi pour ce segment-là est très très fort, même où peut-être c'était dans un... cette illustration dans quelque chose... voilà. Donc on a les deux parents avec la casquette MAGA, on imagine, qui sont en train d'expliquer à leur enfant que désolé, oui, on voit... on est désolé que tu as la rougeole. Mais c'est parce que les œufs coûtent très cher et qu'on n'aime vraiment pas toute cette histoire de pronouns. Donc, et c'est pour ça qu'on a voté pour Trump. On a dû voter pour Trump, voilà. Ouais, parce que évidemment, vous vous en doutez, au cœur, alors des gens dans le Texas, un État qu'on connaît bien, on y a habité plusieurs années, Cody y est né, donc on est évidemment au cœur de la politique, de la réalité de toutes ces théories de la conspiration anti-vax, qui là-bas sont une réalité depuis longtemps, avant même Covid, mais tout ça s'est accéléré. Donc il y a une chute brutale aux États-Unis, et je sais que c'est le cas en France, de la vaccination suite à tout ce mouvement anti-vax. Et donc au Texas, c'est l'épidémie et le cœur de l'épidémie, c'est le comté de Gaines. C'est près de Lubbock, et donc c'est vraiment une petite partie du Texas, à l'ouest du Texas, où il n'y a pas grand-chose. Et
je suis allé faire un tour du côté des statistiques officielles du Texas. Donc, ce sont des statistiques qu'il faut prendre avec des pincettes pour plein de raisons, je vais vous expliquer. Donc, le ministère de la Santé du Texas considère qu'il faut un taux de vaccination de 95% dans les écoles. Malheureusement, il ne surveille que les écoles publiques. On va y revenir, c'est super important. Donc, de 95% pour qu'il n'y ait plus de risque d'épidémie. À Gaines, donc dans le comté, c'est pas la ville, c'est un comté, il y a 82% des enfants qui sont vaccinés. 82% des enfants scolarisés en école maternelle. Et pourquoi j'insiste sur scolarisé? Parce que c'est un comté du Texas où il y a de nombreuses communautés quasi sectaires d'ailleurs en termes de religion. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont soit sortis du système scolaire, donc ils font l'école à la maison, le fameux homeschooling, ou soit... Quasiment pas de régulation du tout. Non, ou soit ils sont dans des écoles privées. Et quand on regarde le comté dans ses détails, on se rend compte qu'en fait, ce 82%, c'est un chiffre derrière lequel on se protège, même si c'est en dessous. Le but, et c'est ce qu'on voit dans d'autres comtés ou des grandes villes, par exemple, comme Dallas, où il n'y a pas cette épidémie-là, on est au-dessus des 95%. Là, on est à 82, mais lorsqu'on se promène, on va du côté de Loop, qui est une toute petite ville dans ce comté-là et qui est justement au cœur d'une communauté religieuse extrêmement importante. On voit que le taux de vaccination tombe à 46%. 46%, et encore une fois, c'est que les chiffres dans l'école publique. Ça exclut Loop. Il y a 3 écoles, dont 2 sont privées. Ce sont des écoles religieuses. Et ça exclut ça. Et ça exclut également l'école à la maison. Donc, c'est très clair sur les 100 personnes qui sont atteintes aujourd'hui de la rougeole au Texas. On considère qu'il y en a entre 4 et 8 qui sont vaccinés. Tout le reste ne l'est pas. Et dans ces 4 et 8, on n'est même pas certain. C'est ce qu'en ce moment, il y a une enquête de l'organisme en charge de la santé au Texas, que en fait, les informations soient bonnes et que leur vaccin soit à jour. Même si on part dans l'hypothèse que vous avez 8% des personnes malades qui sont vaccinées, ça veut dire quoi? C'est que 92% des personnes qui sont désormais atteintes de la rougeole, et on voit que ça commence à toucher des adultes, il y a environ 90 enfants et une dizaine d'adultes, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc voilà, c'est un effet direct de tout ce qu'on vit, et vous vivez aussi en Europe et en France et au Canada et au Québec, de ces politiques anti-vax, où on est en train, en termes de société, de complètement reculer. Ah oui. Et on se retrouve face à des maladies que l'on pensait éradiquées et qui l'ont été. Et là, il y a un vrai risque. Je lisais une interview d'un scientifique du CDC qui expliquait qu'il y a un risque si les taux continuent à baisser État par État. On a vu que Trump vient de passer des executive orders pour expliquer que les écoles qui obligeraient à la vaccination ne recevraient plus d'aide financière fédérale. Et donc, en expliquant qu'à mesure que ce taux tombe, on va voir réapparaître aux États-Unis des maladies qui avaient disparu. Vous savez, autour de RFK, tout ce qui est autour de la polio, par exemple, c'est un des autres thèmes. Alors, il y a un autre angle. Je ne sais pas, tu veux dire quelque chose? Oui, que Gaines, cette région du Texas est très pauvre et que Gaines, en tant que comté, est même au-dessus du taux ou plutôt en dessous du taux de pauvreté. La moyenne aux États-Unis, c'est à peu près de 12%. Eux, ils sont quasiment à 14%. Donc, on voit que c'est une région qui est assez pauvre et pas vraiment éduquée. Et on voit les résultats de l'éducation Facebook.
Et le prix, parce que les gens parlaient de comment c'est bien plus cher de se faire soigner à l'hôpital aux États-Unis que de payer un vaccin. Et c'est les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des. Quand on va aux urgences, ça peut être vraiment des milliers de dollars. Ouais. Une urgence, même si tu y vas, juste d'être admis, ça peut coûter 10 000 dollars, quelque chose comme ça. Et je sais que c'est un chiffre qui paraît fou. Et ça, c'est sans les traitements. C'est juste d'avoir eu un lit pendant, même si tu es assis pendant 1 minute sur un lit, ça coûte des prix qui ne sont pas réalistes. Non, c'est clair. C'est un des aspects, mais il y a un autre. Tu vois, tu parlais de résultats. Il y a un autre aspect, et je voulais conclure là-dessus, qui sont, en parlant de résultats, qui sont les résultats de l'élection présidentielle. Parce que je suis allé me dire, voilà, je suis allé voir, hein, c'est juste à ce petit niveau, est-ce qu'il y a une sorte de rapport entre ces zones qui rejettent massivement le vaccin et donc dont aujourd'hui les enfants sont gravement malades. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et la présence du Parti républicain et encore plus la présence de MAGA? Alors Keynes, bon, le Texas, vous le savez, le Texas rural est républicain, c'est pas un scoop. Non. C'est pas un scoop. Gaines, le comté de Gaines avait voté en 2016 pour Donald Trump, avait voté en 2020 pour Donald Trump. En 2020, il avait fait un score historique, il avait fait 74% des voix. Et donc, je me suis dit, mais en 2024, combien de voix Donald Trump a récolté à Gaines, qui est donc ce comté où la rougeole est de retour. Et on va regarder les chiffres, vous allez voir, il n'a pas fait 74%. Il a fait 91%. C'était quoi le chiffre de non-vaccinés? 92? Ouais. 91 Trump, c'est presque parfait. Hein. Voilà, c'est fou, hein? C'est presque parfait. C'est fou. Et je suis persuadé qu'à mesure que ces maladies vont revenir, parce qu'elles vont revenir, hein, les virus, les histoires politiques, ça ne les intéresse pas. Donc tout ça va revenir et on va voir encore une fois ces zones qui sont pauvres, comme vient de vous le dire Cody, souvent avec un taux d'éducation extrêmement faible, qui ont voté massivement pour MAGA et qui vont être, et donc pour Donald Trump, qui vont être les premières impactées. C'est encore une fois la théorie du FAFO. Voilà, vous allez voir sur Google ou quelqu'un dans le chat va vous expliquer c'est quoi le FAFO. Tout ce que Trump touche meurt. Ouais, waouh, exactement. Bah allez, on fait une petite pause et on passe du côté du Pentagone. Je vous avais donné un défi des 250 pouces et nous ne sommes pas à 250, nous sommes à plus de 300. Donc merci et bravo à les amis de Maintenant Média, merci beaucoup. Merci vraiment pour ce soutien formidable et on continue. Je vois que Castor va avoir des jaloux parmi le côté Raymond parce qu'il y a tout le monde qui parle de lui. Donc merci beaucoup à Danilou pour ton soutien et oui, bienvenue David. Merci. On continue avec Richard. Merci beaucoup pour ton soutien et ta aussi présence. depuis le Québec. Encore un depuis le Québec. Merci beaucoup. Et on retrouve aussi Robert depuis le Québec. Merci beaucoup pour le super sticker de soutien. Merci tout le monde dans le chat. Ça fait plaisir de voir les vagues d'emojis. Ça fait plaisir de voir vos réactions. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Ouais, et puis je pense que ça y est, hein, comme vient de le dire Cody, notre ami David le Castor est adopté. Hein. Ah, il fait partie de la famille. Jusqu'à date. Il est adopté. Ça fait... ça se trouve, il va falloir qu'on cherche une compagnie qui puisse nous faire une petite peluche de David et qu'on se la mette dans notre décor. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas une mauvaise idée. On va partir à la recherche d'un petit castor. En tout cas, c'est sympa de vous voir et c'est toujours sympa de regarder dans les emojis, voir cette vague, une vague de castor. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, en tout cas, on est dans une vague de castor. Voilà, on va
On va évoquer un autre sujet qu'on pourrait évoquer tous les samedis, qui est la purge du vendredi soir. Hein. Vous connaissez maintenant, hein, vous êtes habitués, hein, vous connaissez le rituel du Friday News Dump. Donc, lorsque les Américains et les rédactions sont partis en week-end, en sachant que peu d'Américains suivent l'actualité le samedi et le dimanche, Donald Trump agit dans l'ombre et nettoie autour de lui. On va voir, c'est quelque chose hein, au-delà du côté presque humoristique de la chose. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. C'est la mise en place d'un régime autoritaire où Donald Trump, après avoir fait une purge au niveau de la justice, on a vu, je pense qu'on a même un de ses tweets où il annonçait que par exemple il avait décidé de virer tous les derniers avocats au niveau du DOJ, tous les derniers procureurs qui avaient été nommés I have ensured the termination of all. Donc tous les procureurs du gouvernement américain, parce qu'ils ont été nommés sous Biden, il les a tous virés. On a vu la manière dont il a viré les inspecteurs généraux au sein de l'administration, qui ont un rôle extrêmement important. Ce sont eux, par exemple, qui enquêtent et surveillent la corruption et enquêtent sur les normes non respectées par des compagnies comme Starlink, tiens, par hasard, ou SpaceX, etc. etc. Donc, il a nettoyé la justice, il a nettoyé ces derniers jours tout ce qui est le renseignement. Il y a eu évidemment, ça n'a pas trop fait de vagues parce que ce sont des gens qui sont anonymes. Il y a eu beaucoup de ménage au sein de la CIA, donc du renseignement et la mise en place de Tulsi Gabbard, qui est réputé pour ses amitiés avec la Syrie et surtout la Russie. Donc, il a nettoyé ça, il a scié ses branches. D'ailleurs, Thomas, si tu veux nous montrer le dessin, et il lui restait une branche face à lui, qui était celle des militaires. On va voir d'abord le dessin. Voilà, on en est là. Exécutive, donc ce sont les trois branches du pouvoir aux États-Unis. C'était le judiciaire coupé. Le législatif coupé, il reste l'exécutif. L'exécutif, c'est le coprésident Trump et le coprésident Musk ensemble qui font tout ça. Et c'est vraiment les premiers pas, et tout ça, c'était encore une fois dans Project 2025. Ce sont les premiers pas vers un régime totalitaire. Et donc hier soir. Donald Trump a fait un nouveau tweet pour annoncer un nouveau message sur Truth Social pour annoncer qu'il venait de virer le General Charles C.Q. Brown. Donc Charles Brown, on va le voir, c'est pas le Charlie Brown de Snoopy. Hein. Charles Brown, c'est un général 4 étoiles. Qui était en poste comme chairman du Joint Chief of Staffs. Donc, quand tu prends l'armée, le Navy, l'Air Force, Coast Guard, tous les militaires, toutes les branches, ouais. Il y en a un qui est en charge de tout, et c'est lui. Et ça faisait plus de 40 ans qu'il était, qu'il faisait partie des militaires aux États-Unis. Donc voilà, hier, il a été viré avant même que son remplaçant ait été validé par le Sénat. De toute façon, je vous rassure, il sera validé par le Sénat. Et au-delà de ça, donc, il a été remplacé par un autre militaire, un lieutenant général, qui s'appelle, alors ils ont tous des surnoms. Donc l'autre, c'était CQ, l'autre, lui, c'est Raisin, parce que c'est Dan Raisin Keynes. Donc Raisin Keynes, c'est une allusion à la Bible et non pas au morceau de poulet, mais il n'a pas été le seul à avoir été viré. Je ne sais pas si je t'ai envoyé la photo, Thomas. Il y a eu 5 autres personnes clés de l'état-major du Pentagone qui ont été virées. Il y a eu Lisa Franchetti. Lisa Franchetti, c'était la première femme, c'est une première
première femme qui est devenue la première amirale de la marine aux États-Unis. Hein, c'était la première fois qu'il y avait une femme. Et puis, il a viré, on va en revenir un petit peu plus loin, ce qu'on appelle les judge lawyers de toutes les branches. Donc, ce sont les fameux JAG. D'ailleurs, Maitreya, c'est là, on en avait parlé lorsqu'on avait parlé du film des hommes d'honneur avec Tom Cruise et Jack Nicholson. Merci Cody. Hein, ce sont ces personnes qui sont en charge de la justice militaire. Pourquoi ils ont été renvoyés? Parce qu'ils jouent deux rôles dans cette position-là. Un, c'est eux qui mènent tout ce qui est cour martiale. Et on sait que Trump, dans son cadre de vengeance, a annoncé pendant la campagne qu'il souhaitait passer en cour martiale, y compris des généraux comme le général Milley, qu'il a critiqué, des généraux qui sont à la retraite, hein, pour leur faire enlever de manière post-carrière leur grade et leur médaille et du coup la retraite financière qui va avec. Donc là, d'un coup, il vient de nettoyer les personnes qui pouvaient empêcher ça. Et puis, surtout, les JAG ont aussi un rôle ici de consultatif, de dire, maintenant, là, président, vous êtes le président des États-Unis, certes, vous êtes chef de l'état-major, mais ce que vous nous demandez de faire, ce que vous demandez de faire à la Navy, à l'US Air Force ou à la Marine, c'est illégal. Ces personnes-là ont été virées dans la nuit hier soir. Et surtout, ce qu'on se rend compte, ce qui est évidemment extrêmement troublant, et puis qui est confirmé, c'est pas un hasard. On va voir les deux photos, Thomas, si tu peux nous les mettre, de Brown et de Franchetti ensemble, et vous allez remarquer tout de suite quelque chose. Vas-y, une photo et deux photos, voilà. Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tu remarques quelque chose, Thomas, hormis le fait qu'ils portent tous les deux des lunettes, hein. Tu veux parler d'EI? Exactement. Un est noir, l'autre est une femme, et voilà, vous avez aussi la logique. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'était il y a quelques mois dans un podcast, un certain Pete Hegseth, qui est maintenant en charge de l'armée. De l'armée, voilà, de l'armée. C'est le nouveau ministre de l'armée. Qui n'a pas 40 ans d'expérience. Non, qui avait Loin dit de que ça. la première chose qu'il faudrait faire, c'est de virer Brown en sous-entendant. On posait la question, on dit je ne sais pas. Est-ce qu'en fait, il se retrouve à cette place-là parce que la couleur de sa peau? Est-ce que c'est parce qu'il est noir ou est-ce que c'est parce qu'il est vraiment doué pour le boulot, hein? Donc, on en est là. C'est un nettoyage des femmes. Et donc, on a vu, ça avait commencé d'abord avec les minorités sexuelles au sein de l'armée, les LGBTQ+. Et maintenant, c'est on nettoie, on enlève les Afro-Américains et les femmes. C'est ce côté anti-DEI. C'est complètement fou. Et ce qui est complètement fou en plus, c'est que, je vous l'ai expliqué, et Cody vous en a parlé, Brown, Charles C. Brown, CQ Brown, était dans cette position qui est vraiment extrêmement, c'est le chef de l'état-major, c'est-à-dire, comme Cody vous l'a dit, il est à la tête de toutes les branches militaires. Et c'est quelqu'un qui est un général 4 étoiles, c'est-à-dire qu'il a, pendant 40 ans, hein, comme l'a souligné Thomas, il a évolué dans sa carrière, il a servi toutes les branches militaires pour arriver à ce poste. Et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a une loi fédérale qui précise que la personne qui doit être à la tête de l'état-major américain doit être un général 4 étoiles qui est passé par toutes ces étapes-là. Et évidemment, lorsqu'on regarde le CV de Dan Kane, qui a été nommé hier par Donald Trump, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il a une véritable expérience. On va voir ce deuxième article. Je pense que Thomas en avait, ou peut-être, oui, la bio Kane. Kane, il a un parcours. Hein. Il a servi en Irak. Il
il a une expérience au Pentagone, mais il n'a pas fait toutes ces étapes que la loi demande. Alors pourquoi il se retrouve en place? Parce que Donald Trump l'a demandé et parce que, encore une fois, le système américain des lois n'a pas prévu Donald Trump. Résultat, il y a une exception. Et l'exception, c'est lorsque le président des États-Unis, ce qui n'a jamais été fait auparavant, et donc l'exception était là et on se disait personne ne va jamais l'utiliser. L'exception, c'est lorsque le président des États-Unis lui-même dit non, écoutez, je vais exempter ce gradé de ces obligations-là. C'est lui que je vais nommer, et comme c'est important pour le pays, hein, l'excuse derrière, évidemment, elle est là, c'est pas de donner un droit régalien au président des États-Unis, c'est de dire, voilà, parce que c'est la personne la plus apte à répondre à une crise, c'est ça l'origine, cette disposition, elle est là pour le président, pour faire face à une crise, de dire, voilà, il y a une crise, c'est la bonne personne, donc oui, elle n'a pas toutes les qualifications, mais on va pas s'arrêter par là parce que c'est la bonne personne. Donald Trump s'est emparé de cette faille au niveau de la loi pour dire on va prendre quelqu'un qui est blanc, qui est proche de mes idées, qui très certainement ne désobéira pas, j'espère me tromper, à Donald Trump, et il se retrouve en place alors qu'il n'est pas qualifié, pas suffisamment qualifié pour avoir ce boulot-là. C'est une forme de DEI. Hein. J'allais dire, je crois qu'on se trompe parce que c'est que à travers DEI qu'on a des boulots pour lesquels on n'est pas qualifié. Exactement. Donc c'est l'ironie de la chose. C'est comme quand il y a la famille Trump qui vous explique que c'est DEI le problème et que ces gens-là, ils ont pas fait assez de choses pour mériter leur poste. Quand il y a Laura Trump qui te dit ça à la tête du Parti républicain, ça fait quand même rire et pleurer. Ouais. Exactement. Et il faut vraiment préciser que cette purge du Pentagone est d'autant plus choquante que, en principe, et ça a toujours été le cas, quel que soit le président, qu'il soit républicain ou démocrate, justement pour garantir la neutralité de l'armée, ces hauts gradés en uniforme n'étaient jamais remplacés. C'est-à-dire que, par exemple, quand Joe Biden a pris le pouvoir, à ce moment-là, le haut gradé en charge de l'état-major, c'était le General Milley, nommé par Donald Trump. Il l'a gardé parce que c'est l'usage, c'était de dire, c'est des contrats, des périodes de 4 ans, de mandat à la tête des armées. Et l'idée, président après président, démocrate comme républicain, c'est toujours de garder ce militaire qui a été nommé par votre prédécesseur pour montrer que l'armée est au-dessus des partis politiques. Et donc, c'est aussi dans cette purge ce que Donald Trump vient de remettre en question en disant non, pour la première fois de l'histoire, on va virer des militaires, des généraux en uniforme et les remplacer par des personnes qui me sont fidèles. Encore une fois, on revient sur l'illustration de tout à l'heure. Il y a Donald Trump en un mois, je vous renverrai à combien de jours, 53, la démocratie allemande a chuté. En un mois, Donald Trump a pris le contrôle du législatif, du judiciaire, du renseignement, et désormais de l'armée. Voilà, c'est extraordinaire. L'armée, on va un petit peu en parler par proxy dans notre prochain sujet consacré à l'Ukraine, Starlink et Elon Musk. À tout de suite. Bon, je sais qu'on est un peu précis parce qu'il paraît qu'il y a peut-être un Maître Eolas dans le chat qui attend. Maître, nous avons encore 7 minutes. 6. 6. Allez, vas-y. Bon. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Un plaisir de te revoir. Et merci encore une fois pour le chocolat. Il est
Très bon. Lady Wu, merci d'être là. Merci d'être là avec nous et merci pour ton soutien. Et quand on parle de soutien, on parle bien sûr d'espoir. Et donc, Soir, espoir et résistance. Merci beaucoup, Pierre, pour Voilà. un super chat. Salut Pierre, merci beaucoup. Avant peut-être d'en lire un autre, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va passer en mode sentinelle dans 1 heure, donc on va pas faire notre journal des vaguelettes, mais demain, on aura plein de vaguelettes et vous allez voir, c'est aussi en train de bouger. Donc aujourd'hui, on a l'aspect un petit peu sombre, mais réel, de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Demain, on va parler plus de vaguelettes et de résistance. Et de castors. Voilà, maintenant on va saluer les castors, les sentinelles, les vaguelettes Et les marmottes. les étoiles. Dans la marmotte, elle fait du Milka. Donc on va pas faire de marmotte. On va parler d'un autre sujet qui est extrêmement grave, le scoop sorti par Reuters. Encore une fois, c'était un vendredi soir, c'est sorti genre à 10h du soir ou à minuit sur la côte Est, donc on en parlera peu, et qui est extrêmement grave. Le fait que les négociateurs américains qui sont en ce moment à Kiev pour négocier le soutien américain à l'Ukraine. On sait que publiquement, Donald Trump, c'est aussi une de ses stratégies de négociation, est en train de lâcher complètement l'Ukraine. D'ailleurs, on peut voir la une, Thomas, Der Spiegel en Allemagne, qui apparemment a compris eux aussi ce qu'on vous racontait la semaine dernière. Donc avec cette une de Zelensky qui est Verraten trahi. Et en se demandant si après l'Ukraine, après Zelensky, est-ce que les États-Unis allaient nous, c'est ça, nous trahir? Est-ce que c'est bientôt à nous? Est-ce que c'est bientôt à nous? Nous étant l'Allemagne, et à travers l'Allemagne, c'est la totalité de l'Europe. Donc pendant que publiquement Trump est en train de trahir Zelensky, de trahir les familles ukrainiennes qui seront sacrifiées pour défendre le pays. Du côté des coulisses, ça négocie. Et vous savez qu'au cœur de cette négociation, on vous a raconté, il y a un chantage complètement fou qui est de dire, OK, vous voulez la protection des États-Unis, on agit maintenant comme un pays mercenaire, vous voulez la protection des États-Unis, c'est simple, il faut nous donner à vie 50% des métaux rares qui sont dans le sous-sol ukrainien. Apparemment, d'après ce qui se dit, vu que Zelensky a dit non, c'est hors de question, Donald Trump maintenant demande 65%. J'ai pas pu vérifier, donc prenez-le avec des guillemets, mais avec des pincettes, mais en tout cas, voilà. Et on sait qu'il y a en ce moment à Kiev des négociations qui sont menées par les envoyés de Donald Trump avec Zelensky et son gouvernement en vue de la signature d'un accord. Et il y aura une signature d'une manière ou d'une autre. L'Ukraine ne peut pas se passer de l'aide américaine. Donc l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, va céder, peut-être pas sur le nom, peut-être pas sur la durée. Et donc, ce qu'a révélé Reuters hier, c'est extrêmement grave, c'est que les négociateurs américains expliquent à leurs homologues ukrainiens que s'ils n'acceptent pas l'accord proposé, ces fameux 50% au moins proposés par Trump, Elon Musk va couper Starlink, qui est donc la communication par satellite, qui est vital pour la défense de l'Ukraine. Du coup, on couperait Starlink. Je suis allé voir sur Grok, l'app d'intelligence artificielle d'Elon Musk lui-même, et même Grok vous dit que l'Ukraine est complètement dépendante, que par exemple toute la défense faite à base de drones, c'est Starlink, et que donc si Starlink arrêterait en Ukraine, c'est une défaite quasi immédiate pour l'Ukraine qui serait plus en mesure de communiquer et de se défendre face à l'agression russe. C'est complètement fou, cette espèce de chantage. Lorsqu'on offre Starlink,
Hein, on s'en souvient quand il y a 3 ans, lorsque Musk a pris ces décisions-là, on s'est dit, mon Dieu, c'est le sauveur de l'Ukraine, bravo, etc. En fait, le pays devient dépendant. Et une fois que le pays est dépendant, on dit, ben voilà, ce sont mes conditions. Ouais. On sert. Et la première condition, on l'avait vu, on en avait parlé plusieurs fois dans du Maintenant Matin, c'était de dire, bah, tiens, ce genre d'opérations militaires qui peuvent avoir un rôle important dans une possible défaite de la Russie, on coupe le système Starlink. Et maintenant, c'est encore pire en disant, voilà, vous acceptez le deal américain. Si vous ne l'acceptez pas, on vous coupe Starlink. Alors, ce qui est en plus extrêmement troublant dans cette période de corruption et de mélange des genres, c'est que, évidemment, les métaux rares, on les utilise pourquoi ? Bah, par exemple, fabriquer les batteries de véhicules électriques. Donc, qui dit véhicule électrique dit... Tesla, dit Elon Musk. Exactement. Surprise. De partout. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce scandale ? Et donc, on sait que ce scandale est confirmé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose pour l'instant. Il y a un plan européen, je vais terminer par ça avant de faire venir Maître Eolas. Il y a un plan européen qui est en cours, qui s'appelle IRIS, qui est la réponse pour justement devenir indépendant de Elon Musk et de Starlink, qui est la réponse. Il va y avoir 300 satellites qui vont être utilisés pour avoir ce système de communication. Du côté de Starlink, je crois qu'on en a déjà 6000, donc il y a un retard considérable, mais c'est bien de voir qu'il y a désormais ces investissements de l'Europe pour dire, voilà, on rompt notre dépendance avec Musk, et pas tout de suite, malheureusement. Tant pis pour l'Ukraine, malheureusement. Mais d'ici quelques années, on sera indépendant de Starlink et de la volonté et du chantage, il n'y a pas d'autre mot, d'Elon Musk. C'est ça ? C'est bon ? À suivre. Bon, tu sais quoi ? 11h pile. 11h pile. Wouh ! Yes. Allez, il est là, on va faire une petite pause et puis on va enlever notre casquette États-Unis, on va mettre notre casquette française et puis on va se demander s'il y a des droits pour les étrangers en France. On va parler évidemment de toutes ces dernières affaires qui ont été à la une de l'actualité en France avec Maître Eolas. À tout de suite.